Comment est-ce que vous utilisez l'IA avec les cours? Plus pour faire, je pense, des plans ou des problématiques. Les étudiants qui du coup disent pas trop qu'ils l'utilisent et qui disent qu'ils font que des plans, bon c'est pas vrai, on peut pas les blâmer. Déjà c'est bien qu'ils osent utiliser ces technos qui sera essentiel pour eux. ChatGPT on a encore 40% d'erreurs, pas sur tout, 40% c'est énorme. Donc c'est 40% de n'importe quoi. Les influenceuses IA, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 semaines. Yann Cardis, c'est une personne qui n'existe pas. C'est un projet digital, les gens le savent, mais t'as quand même des gens qui lui disent bonjour le matin, bonne nuit le soir. On a ouvert les vannes d'un outil ultra puissant sans leur donner de mode d'emploi. Les gens ne savent pas comment l'utiliser, du coup font un peu n'importe quoi, tant au niveau de la protection de leurs données, tant au niveau de l'écologie, puisque c'est énergivore. Si on innove, on régule pas, si on régule, on innove pas. Bonjour Nathalie Dupuis, merci d'être venue sur le podcast Icebreaker, d'avoir fait honneur à notre invitation en venant aujourd'hui. Est-ce que, rapidement, pour t'introduire dans ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter avec les mots qui te correspondent? Alors, merci de m'avoir invité, Nathan. Je suis donc Nathalie Dupuis, je suis graphiste et directrice artistique depuis 22 ans en freelance et exploratrice et formatrice en IA depuis moins de 2 ans. J'ai vu également aussi que sur ton LinkedIn que tu as été personnalité inspirante de l'année 2024 par les ours de la com. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es devenue personnalité inspirante On devient personnalité inspirante. Alors, on le prévoit pas, hein, déjà. Alors, en fait, cette distinction qui m'a beaucoup touchée, c'était en réponse à la réflexion que j'ai menée sur l'IA, sur l'expérience que j'ai faite sur les premiers magazines intégralement générés par IA. Et donc j'ai en fait réfléchi à l'arrivée de l'IA sur les métiers, sur mon métier, sur les métiers de tout mon écosystème, donc les photographes avec qui je travaille, les illustrateurs, traducteurs, journalistes. Et donc cette réflexion menée sur le sujet m'a valu cette distinction incroyable. J'ai eu d'autres distinctions depuis le prix des femmes rugissantes de l'association Les Lyonnes, donc les grandes voix de Lyon, et puis j'ai été dans les 3 dernières nominées du Data West Festival à Laval. Est-ce que, puisqu'on est dans une école, on a Innov, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours scolaire et professionnel? Alors mon parcours scolaire, c'est 5 ans de Beaux-Arts à Lyon. Et ensuite, assez rapidement, j'ai commencé en tant que salarié, mais bon, très rapidement, j'ai vu que c'était pas le format qui me convenait. Je me suis mise en freelance assez vite et j'ai monté un pôle de compétences qui s'appelle Animal Créatif assez rapidement pour pouvoir bosser avec une équipe et avoir des projets un peu plus intéressants. Donc j'ai bossé par ce biais-là dans la presse, j'ai bossé dans le cinéma pour enfants. Je travaille d'ailleurs toujours dans ces 2 secteurs et voilà. Et depuis 2 ans, je me suis posé la question de l'arrivée de l'IA dans le milieu de la communication. D'accord. Donc ça fait 2 ans que tu te formes ou que tu poses des questions autour de l'IA et la communication, ou l'IA au service de la communication, c'est ça? Ouais, ça, c'est ça. En fait, je mène une réflexion depuis 2 ans. Ça a commencé par une expérience. Le premier magazine au monde dont les contenus étaient intégralement générés par IA, j'avais pas conscience que j'étais la première, mais c'est le cas. Et suite à cette expérience, toute une aventure s'est poursuivie. Okay. C'était pas forcément prévu. Ok, d'accord. Bon, on reviendra sur le premier magazine au monde fait en IA un peu plus tard dans le podcast. Comment toi, ça t'est venu à l'idée de t'orienter dans la branche de l'IA, comment t'as appris à te former dans l'IA? Les premières fois, parce que je pense que c'est quelque chose qui était relativement encore obscur et qui l'est peut-être encore maintenant. Oui, il y a 2 ans, c'était vraiment la préhistoire de l'IA. Pourquoi j'y suis allée? Parce qu'en fait, j'écoute France Inter lorsque je bosse et chaque podcast, enfin chaque émission parlait d'IA de manière très angoissante. Et moi, j'avais besoin de voir. Voilà. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'IA. J'ai vu que j'ai commencé par vouloir me former à l'IA, sauf que ça n'existait pas à l'époque, il y a 2 ans. Donc je me suis auto-formée. J'ai vu qu'il y avait des tutos, quelques tutos qui existaient, et je me suis auto-formée. Et après, bon, j'ai passé j'ai passé quelques petites formations, mais vraiment à la marge. Et la réflexion que j'ai menée sur le sujet m'a permis aussi de
d'obtenir quelques réponses. D'accord. Et les réponses que je n'avais pas moi, parce que je suis, j'ai fait les beaux-arts, je suis allée les chercher. Je savais pas comment était fichue une IA, je suis allée voir un data scientist, enfin des data scientists que je comprenais. Je savais pas l'impact écologique d'une IA, pareil, je suis allée voir des gens qui ont fait des rapports sur le sujet. Le volet légal, je me suis bien dit qu'il y avait un sujet quand même sur cette histoire-là, je suis allée voir des avocats, etc., etc. Et j'ai mené Génial. cette réflexion. C'est plus un aspect de curiosité, c'est plus la curiosité qui t'a amené à vouloir interroger le sujet de l'IA, plutôt que même une opportunité professionnelle. T'as pas forcément vu, toi, c'était pas en tout cas ta flamme, la chose qui t'a animé dans l'IA, c'était vraiment la curiosité et l'envie de comprendre le sujet, quoi. Oui, ça c'est vraiment ma personnalité, c'est-à-dire que quand je m'intéresse à un sujet, j'aime bien le comprendre. Okay. Et là, il y avait quand même plein de points que je comprenais pas. Je ne voyais pas l'impact. Je voyais qu'il allait en avoir un, qu'il allait être colossal, mais je voyais pas à quel endroit. Et c'est ce pourquoi j'ai voulu montrer les choses, d'où l'expérience. Mais c'est vraiment ça. Après, c'est ma personnalité. Quand je m'intéresse à un sujet, j'essaye d'avoir une vision un peu globale et de plusieurs endroits, quoi. Okay. Voilà. Est-ce que en France, actuellement, ça suffit pour se former? Est-ce que tu t'es formé en France ou t'es parti aller interroger des personnes à l'étranger, dans d'autres pays? Est-ce que il y a d'autres pays qui sont plus avancés que nous en recherche ou... Alors, en recherche, il y en a évidemment. Maintenant, c'est suffisant de se former en France. Il y a pas de sujet. Il y a plein de startups en IA en France. Il y a il y a plein d'IA françaises. Il y a plein de techno françaises. C'est pas la question. La grosse différence entre la France et ailleurs, ce serait plutôt la façon de voir les choses. Il y a deux niveaux. Il y a on pousse l'innovation ou on pousse la régulation. Si on innove, on régule pas. Si on régule, on innove pas. Enfin voilà. Donc là, c'est l'enjeu un peu de ce positionnement-là. Bon bah par exemple, on a vu qu'aux États-Unis, on a décidé de pas réguler, du coup on innove. Oui, forcément. Voilà. Okay. Et il y a d'autres endroits aussi dans le monde où c'est le cas. C'est bien de se poser la question de savoir ce qu'il faut faire. On peut pas faire les deux en même temps de manière, donc il y a une espèce d'équilibre à trouver. Okay. Et quel est l'intérêt de réguler ou quel est l'intérêt d'innover? Du coup, pourquoi Alors l'intérêt d'innover, être en place sur les marchés, en fait, être en avance. Réguler, c'est par rapport à plein de sujets. Par exemple, réguler, c'est la protection de tes données, la protection des données futures, le fait de contrôler la dangerosité de l'IA, réguler, c'est éviter d'avoir des trends à la Ghibli récemment ou des starter packs qui sont hyper énergivores et qui du coup apportent quoi? Rien, ni en créativité ni en rien. Par contre, c'est toutes ces personnes qui ont fait soit les starter packs, soit les photos de Ghibli ont quand même donné leurs photos de famille intimes, de papy, mamie, le chien, le petit enfant et la petite dernière à OpenAI. C'est intéressant comme démarche, c'est-à-dire que c'est peut-être même les mêmes personnes qui disent mais alors l'IA en termes de protection des données, il y a un vrai sujet. Oui, mais alors à la moindre trend, tu files ta photo de famille intime. Bon, ça me pose question quand même. C'est vrai que c'est un sujet moi que j'avais pas forcément réfléchi. T'as fait un starter pack? Non. Heureusement. Moi, c'est quelque chose justement qui est au niveau de l'originalité et de la créativité, c'est quelque chose que j'ai pas souhaité faire également. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec les IA. Il y a forcément l'utilisation et les enjeux du coup des sources et des données qu'on va donner aux sociétés qui utilisent et qui détiennent ces IA. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux à échelle sociétale qui sont aussi peut-être plus grands? Moi, j'avais vu des vidéos, vis-à-vis aussi de l'innovation, d'aller trop loin et que ça puisse créer des problèmes en termes d'emploi, en termes de maîtrise de la technologie aussi. Est-ce que au bout d'un moment, on va créer quelque chose qui pourra nous surpasser et qu'on ne pourra plus maîtriser? Est-ce que ces enjeux-là, tu les considères aussi, ou du coup, ça peut te freiner un peu dans l'espoir de l'innovation? Ou est-ce que tu dis c'est des enjeux qui seront résolvables et qui... Je pense que personne n'est capable de répondre à cette question pour l'instant. Je fais partie d'un groupe prospectiviste dont Flavien Gervais fait partie, qui est un prospectiviste en France tout à fait reconnu. Et on parle de ces enjeux, on est plusieurs, à parler de ces enjeux-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut véritablement répondre à ces questions, mais dans ce dont tu parles, l'alignement de l'IA, effectivement, c'est un vrai sujet. J'ai envie de dire, c'est le sujet d'après. Là, ce qui, moi, me pose question, c'est que le sujet d'avant, il n'est pas encore intégré. Okay. Donc, l'IA n'est toujours pas intégrée, entre guillemets, partout. Les gens ne savent pas comment l'utiliser, ne savent pas comment bien l'utiliser. Du coup, font un peu n'importe quoi, tant au niveau de la protection de leurs données, tant au niveau de
de l'écologie parce que c'est énergivore. Et ça, c'est presque le sujet d'après. Et on n'a pas encore réglé le sujet d'avant que déjà on va loin. Il y a un... Chaque chose en son temps, quoi. Alors c'est pas chaque chose en son temps, c'est que on a déjà ça à régler. Ouais. Et cette brique-là n'est pas là. Donc si on leur parle déjà du sujet d'après, je pense qu'on est perd, quoi. Eh ben, ça tombe super bien parce qu'on va essayer de résoudre cette brique-là. Pour te expliquer le concept du podcast, de l'émission, on est dans le podcast Icebreaker. Le principe, c'est qu'on est parti interroger des personnes dans la rue, on leur a posé des questions en fonction de ton domaine de professionnalisation. On pourra regarder une première vidéo qui traite sur comment les gens utilisent l'IA et quels sont leurs usages. On pourra réagir juste après. Je te montre la vidéo. Est-ce que vous utilisez de l'IA ou pas? Ouais, ChatGPT? parfois. Oui, ChatGPT surtout. Oui. Oui, ChatGPT. Ouais, tous les jours. Ouais. Pour réussir mes études. Honnêtement, pas du tout. C'est pas quelque chose que j'arrive déjà à bien utiliser. J'ai pu l'utiliser quelques fois, mais à part ça, non, je l'utilise pas vraiment. Non, j'ai essayé une fois ou deux, puis j'ai trouvé trop compliqué. C'est celui qui est fourni par Microsoft. Là, c'est comme un copilot ou un truc comme ça, là, non? Dans quel but, du coup? Pour m'aider à faire mes devoirs. Les cours? Okay. Les cours, souvent. Comment est-ce que vous utilisez l'IA avec les cours? Plus pour faire, je pense, des plans ou des problématiques. Même pour reformuler un petit peu les phrases, des fois des tournures. Ouais, sans moi, que ce quand soit ça... trop cramé. Ah, tu lui dis sans que ce soit trop cramé? Non, mais... Je lui dis de s'humaniser et de se mettre au niveau d'une élève de troisième. Que t'as triché pour tes devoirs. On vient de voir cette vidéo, Nathalie. Qu'est-ce que tu penses de cet extrait? Alors, cet extrait permet de voir pas mal de points. Donc, on a juste une personne un peu âgée qui, évidemment, parle de Copilot et qui est donc copilote de Microsoft. Effectivement, c'est un apprentissage qui est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a mis dans les mains des gens, on a ouvert les vannes d'un outil ultra puissant sans leur donner de mode d'emploi, en fait, grosso modo. Et puissant et puissamment dangereux, mais sans aucun mode d'emploi, et c'est vraiment une ouverture de vanne, quoi. Les étudiants, alors ça c'est un point qui m'interpelle d'autant plus que je suis référente dans des écoles supérieures en IA, et c'est la question de la transmission et de la pédagogie est extrêmement importante pour moi, surtout pour les étudiants qui vont sortir de l'école dans 2 minutes en étant déjà largués par rapport à la techno. Donc c'est un vrai sujet de transmission. Pour ces étudiants, c'est la même chose. Ils n'ont aucun apprentissage, donc ils font plutôt n'importe quoi. N'importe quoi, on peut être parfois sur des exemples absolument édifiants, mais on peut pas les blâmer. Déjà, c'est bien qu'ils osent aller utiliser ces technos qui sera essentiel pour eux. Ils n'auront pas d'autre choix quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que ils n'ont pas les apprentissages pour. Et les apprentissages, concernant les apprentissages, ça c'est la même chose. La techno est arrivée, tout le monde se l'est prise un peu en pleine face, et tout le monde court un peu derrière. Donc encore les écoles supérieures commencent à les mettre en place, mais les mettent en place comme elles peuvent en fait, en n'ayant pas vraiment de hauteur, de recul, etc. Donc c'est vrai qu'il y a tout cet enjeu-là à repenser. Moi, au niveau des écoles, grandes écoles à Lyon, effectivement, je suis en train de réfléchir à ce sujet-là pour que on élabore une pédagogie qui soit pertinente par rapport aux étudiants. Former des étudiants sur un outil un jour, alors que les étudiants vont sortir dans 3 ans de l'école, c'est pas pertinent en réalité. Donc c'est pour ça que je suis en train de mettre en place avec d'autres collègues en IA, d'autres personnes, enfin comme un espèce de super pôle IA qui va permettre d'être plus pertinente sur ces sujets-là, parce que c'est un vrai point. Donc on a plusieurs points. Il y a les étudiants qui du coup disent pas trop qu'ils l'utilisent et qui disent qu'ils font que des plans. Bon, c'est pas vrai. Les autres qui disent clairement on essaye de pas se faire cramer, bah évidemment ils essayent de le faire et c'est plutôt rigolo. Après, l'IA au niveau aide pédagogique, elle est hyper pertinente. Okay. C'est-à-dire que si on sait l'utiliser, on peut personnaliser à outrance en fait la pédagogie. Moi j'ai 2 enfants dyslexiques. Jusqu'à maintenant, alors elles ont des très bonnes moyennes et elles compensent beaucoup, mais il y a un vrai sujet de dyslexie. L'IA est hyper pertinente. Par contre, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui sais faire. Et je leur prépare des exercices que je reformule, ou alors je leur prépare des exercices sur les sujets précis qu'elles n'ont pas compris dans le domaine d'activité. Par exemple, ma petite qui est en 5e, adore le Japon. Elle a des exercices personnalisés sur les prépositions subordonnées de l'un concernant le Japon, et ça passe en fait. Donc c'est hyper pertinent. Okay. Mon autre utilise plutôt des mind maps, ça c'est pareil.
C'est fini la période où je dessinais leurs leçons en mind map. Maintenant, c'est l'IA qui m'aide. Donc, il y a comme un point qui est essentiel. On va réapprendre à apprendre. C'est Elodie Hughes qui dit ça, qui est une prospectiviste aussi, qui est à Paris. Et oui, il y a un vrai point. Donc, ces étudiants, en fait, moi, je leur donne plein de tips, ces étudiants que j'ai en cours, parce qu'à plein d'endroits, l'IA peut être hyper pertinente. Par contre, effectivement, aller faire l'intégralité du devoir sans réfléchir, c'est bullshit. On sait. Donc, ça dépend énormément de l'usage qu'ils font de l'outil qu'ils ont entre les mains. C'est ça. Il faut savoir. Ça me fait penser en tant que community manager, je fais des publications souvent sur des étudiants qui vont commencer à utiliser l'IA pour des projets créatifs, pour faire des affiches, pour faire des illustrations, toutes sortes d'images qui sont un peu visuelles. Souvent, en commentaire, parfois ça m'arrive de débattre avec des étudiants qui disent que l'IA et la créativité, c'est pas du tout compatible, c'est des choses qui ont rien à voir. On peut faire un lien avec ce que tu as dit avant, ça dépend de comment on l'utilise ou non, tu penses aussi que finalement l'IA et la créativité, c'est quelque chose qui sont complètement à part? Non, pour des super créatifs, au contraire, c'est quelque chose qui va alors pas les augmenter, parce que c'est pareil, ça c'est un terme un peu, ça les augmente pas, mais ça les booste, c'est booster d'énergie. Dans le magazine que j'ai créé, on a des visuels qui sont incroyables. Mais pourquoi ils sont incroyables? Parce que ce sont des créatifs qui les ont faits. Donc ils savent parler, ils savent ce que c'est qu'une image, ils savent ce que c'est qu'un cadrage, ils savent ce que c'est qu'un style, qu'un mouvement artistique, qu'une lumière, qu'un angle de vue. Ils savent ça. Donc ils font pas des images comme la soupe visuelle qu'on voit sur LinkedIn, des images carrées, plan frontal avec une lumière toute classique, quoi. Hyper standardisée, IA. Très différent. On a justement repris ton magazine, qu'on a montré à des personnes dans la rue, parce que justement c'était le premier magazine qui est fait entièrement avec l'IA. On a pris la première de couverture, l'image qui est devant, et on l'a montré aux personnes dans la rue sans leur dire quoi que ce soit, en voulant voir simplement leur réaction, savoir s'ils allaient s'apercevoir que c'était de l'IA ou non. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde ce micro-trottoir aussi, et qu'on puisse après parler de ton magazine. Si je vous montre cette image, ça vous fait penser à quoi? Un magazine de mode ou un truc comme ça, ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette couverture? Bah, elle est sympa. Ça ressemble à Brigitte Bardot un peu. C'est vrai, vous trouvez que c'est Brigitte Bardot? Ben, un peu. Mais Brigitte Bardot, c'est mieux que ça. Bah déjà, on a l'impression qu'elle est pas réelle, la dame. Non, mais ça a été retouché. Ouais, ça a été au moins retouché en tout cas. Ouais. C'est bien fait, bien exposé sur le beau visage de la demoiselle. Mais en fait, ça c'est fait à l'intelligence artificielle. Assez jolie, mais elle est pas très jolie. Elle serait mieux si c'était une vraie personne? Ah, sûrement, bien sûr. Alors, sur la couve de ce magazine, c'est Anne Kerdy. Anne Kerdy, c'est une influenceuse IA. C'est une personne qui n'existe pas. Elle a été créée par Sébastien, qui est finistérien, et qui a imaginé ce projet, pareil, pour réfléchir aux avatars, à l'arrivée de l'IA dans le milieu professionnel, etc. C'est la Marianne de l'IA. Elle a démarré en mai 2023. Moi, j'ai démarré en mars 2023. Moi, j'ai démarré en mai 2023. Et il a démarré ce projet, pour questionner. Il a commencé par faire un avatar, pour faire suite cette influenceuse bretonne. Et aujourd'hui, Anne Kerdy, c'est un site internet, annekerdy.bzh. Tu vas te balader en Bretagne. Tu peux demander à Anne qui te répond. Elle peut même te répondre en breton. Elle peut être doublée pour établir ton séjour, ce que tu veux faire, ton séjour touristique en Bretagne. Elle peut t'indiquer des restaurants, elle peut t'indiquer, etc. C'est une vraie influenceuse bretonne, quoi. C'est notre Marianne. Elle a 12 000 followers. C'est un projet digital. Les gens le savent, mais t'as quand même des gens qui lui disent bonjour le matin, bonne nuit le soir. Voilà. Ok, alors là, pour le coup, t'as vraiment lancé une porte ouverte, parce que moi, c'est un sujet, les influenceuses IA, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 3 semaines, auquel moi, j'avais jamais entendu parler auparavant, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas du tout conscience que ça existe. Tu m'as dit, elle a combien d'abonnés sur Instagram, Anne? 12 000. 12 000 abonnés. Oui, 12 000, peut-être plus aujourd'hui, mais ouais, on est sur les 12 000. Okay. Donc on a déjà des IA qui ont plus d'abonnés que 70% des gens qui essayent d'entreprendre, d'être influenceurs et qui essaient de créer du contenu. Tu as des IA qui ont des millions d'abonnés. Lil Miquela, qui est une ancienne influenceuse 3D, est devenue influenceuse IA. Et elle fait des pubs à la télé, des collabs avec Mercedes et BM. Tu as des influenceuses IA qui, notamment des influenceuses
avec l'IA VO2 de Google, qui présente des vrais produits, mais avec des fausses personnes, des influenceuses qui proposent déjà des vrais produits. Alors le monde de l'influence en IA est extrêmement avancé. On a un autre influenceur qui s'appelle Incognito, qui est à Paris, qui est porté par Stéphane Gallieni et qui questionne le luxe et l'IA. Et c'est un anti-héros, c'est ultra drôle. Les aventures d'Incognito sont fantastiques, c'est hyper intelligent. Et c'est porté par Stéphane Gallieni, qui est directeur d'agence de création à Paris, qui s'appelle Ballycicard, et qui aujourd'hui a écrit un bouquin chez Duno qui s'appelle Luxe et intelligence artificielle, et qui est fantastique. En fait, on est, je dirais, une petite cinquantaine, soixantaine en France à réfléchir sur le sujet et avoir des actions de transmission, de pédagogie. Et oui, les influenceuses IA, tu es entouré d'influenceuses IA, okay. Et d'influenceurs IA aussi. C'est incroyable, je connaissais pas du tout. Et qu'est-ce qui fait que ça prospère autant? Est-ce que c'est vraiment la qualité du contenu? Est-ce que c'est l'originalité de la nouveauté? Il y a des raisons? C'est la nouveauté, c'est la jungle, c'est parce qu'en fait, il y a pas vraiment c'est pas régulé, donc tout le monde fait tout et n'importe quoi, et on est sur du grand n'importe quoi. T'en as une, Aitana, qui a des cheveux roses, qui est en Espagne. Et d'ailleurs, c'est un compte qui est un peu discutable, on va dire, le compte d'Aitana. Ah oui? Pourquoi il est discutable? Parce qu'a priori, il serait pas si propre que ça. Ok, d'accord. Okay. Pour recentrer un peu le sujet, parce que là, je pense que je pourrais te poser 10 000 questions pendant 1 heure. Est-ce que toi, t'as déjà, parmi tous les projets que t'as réalisés avec l'IA, est-ce que t'en as un qui se distingue des autres? J'imagine ton magazine. Le magazine. Ouais. Le magazine, parce que ça permet aujourd'hui, alors on est 2 en France à faire des magazines. Il y a Rémi Rostand qui fait le magazine LHC, qui est un valeureux parce qu'il fait des magazines tous les mois, mais il se consacre aujourd'hui au magazine. Et moi qui fais des magazines qui en fait que 2 par an. Mais parce que j'ai plein d'autres choses à faire et que du coup, j'ai pas de business plan pour l'instant. J'appelle ça magazine parce que il a été imprimé lors de la e-Summit à Paris. On me l'a offert imprimé. Mais sinon, c'est un magazine digital qui s'appelle IALS, Intelligence Artificielle La Suite. C'est un clin d'œil par rapport à l'expérience du départ. Et c'est un magazine qui a du vrai contenu. Là, on a maintenant, ça traite de l'intelligence artificielle, ça interviewe les acteurs clés de l'IA en France, et ça permet d'avoir des vraies réponses de gens qui font, en fait, pas de gens qui juste réfléchissent et font des choses complètement, et réfléchissent à des sujets sans que ce soit concret. Voilà. Là, c'est du concret et ça parle de la French Touch. Voilà. Ce que je te propose aussi, Nathalie, c'est que pour la 3e partie et la dernière partie de l'émission, on est parti demander aux gens, pour une dernière fois dans la rue, pour eux, ce que c'était et comment on faisait un bon prompt. Comme ça, après, on pourra débattre de comment utiliser l'IA et comment l'utiliser correctement. Super. Je te montre ça tout de suite. C'est quoi un bon prompt? Déjà, moi je pense qu'il faut mettre une bonne description, mais vraiment une vraie description. Par exemple, si je veux décrire Léna, je dis des yeux bleus, de longs cils, des belles dents et un nez droit. Et ça fera une bonne description. Et tu penses ça fera Léna? Non, parce que on peut pas reproduire à l'identique personne. Peut-être envoyer d'abord une photo pour dire un modèle. Je sais pas si on... Okay. Ah ouais, ça c'est bien. Pour avoir un modèle de base et peut-être rajouter des éléments à ce modèle-là. Une fois qu'on a appris une bonne base, aussi lui redemander des choses petit à petit pour qu'à la fin on ait un bon rendu. C'est quoi un prompt? Nathalie, du coup, quelle est ta réaction à chaud sur cette vidéo? Et ben voilà l'exemple de très mauvais prompts, de très mauvaises techniques. Alors non, si on veut refaire Léna, ça va pas être suffisant de mettre un nez, 2 yeux et une bouche, et puis des yeux bleus, ça va pas être suffisant parce qu'on peut avoir toutes les Lénas de la Terre qui sont grandes, petites, etc., etc. Donc bon, et là, en disant ça, on aura une Léna très biaisée, donc avec blonde aux yeux bleus, très stéréotypée, très IA, etc. La jeune fille qui renchérit en disant on n'a qu'à mettre une photo, ouais, c'est plutôt pas une très bonne idée non plus. De mettre la photo dans l'IA, et la dernière chose c'est la description, et puis la dernière personne c'est qu'est-ce qu'un prompt, c'est voilà le quotidien. C'est pour ça que dans les phases d'IA, là actuellement en taux d'adoption, le taux d'adoption en France est encore très faible. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup de sur-mesure. Donc les gens ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une IA. Un bon prompt, c'est quoi? C'est répondre à un algorithme. Donc en fait, l'algorithme, c'est extrêmement simple. Il faut juste savoir ce que l'algo attend et dans quel ordre. C'est vraiment tout simple. Un bon prompt, c'est quelque chose qui est musclé, qui est solide. Un mauvais prompt va engendrer
une mauvaise réponse, une réponse très biaisée. Sauf que si on contextualise, si on dit ce qu'on est, si on dit ce qu'on veut faire, si on dit dans quel but on veut faire cette demande, si on explique exactement ce qu'on attend de cette demande, etc. Ça, c'est un prompt qui est musclé. Ça, c'est un prompt quel format on attend. Donc, un exemple. Je suis formatrice en IA, je veux faire un exercice à mes étudiants, je veux leur faire utiliser ChatGPT. Alors je veux qu'ils fassent que du texte-to-texte ou du texte-to-image et je veux qu'ils apprennent à utiliser IA de cette façon-là. Et je veux que le sujet ce soit ça. Le format, j'aimerais qu'ils répondent en faisant un tableau, en utilisant 90 mots et je veux qu'ils fassent référence aux liens qui sont, etc., etc., etc. Donc c'est un prompt costaud, solide. On avait des intervenants justement qui dans des premiers cours où ils nous essayaient de nous apprendre à prompter, qui nous proposaient une liste justement de contexte, donner un contexte, donner les objectifs, donner les contraintes, donner les cibles, les personnes à identifier, etc. Donc c'est vraiment il faut presque un cahier des charges finalement pour. Ok, d'accord. Complètement, parce que l'IA est pas reliée à ta tête et c'est plutôt une bonne nouvelle, pour l'instant. Donc, du coup, on sait pas où tu veux aller, ce que tu veux faire, est-ce que tu veux lui demander, etc. Et puis, l'IA n'a aucune conscience, n'a pas de réflexion, etc. Donc, en fait, on est sur des chaînes de raisonnement, certes, mais pas au sens humain. Donc, en fait, il faut contextualiser et il faut itérer. Et un autre point aussi important, l'IA peut être en assistanat, mais sur quelque chose sur lequel tu es en zone de maîtrise. Et ça, c'est essentiel. C'est un point essentiel. C'est-à-dire que moi, je sais lire un plan stratégique en communication sur 3 mois. Il n'y a pas de souci. Je peux le demander à l'IA parce que je suis capable de contrôler ce qu'elle va me sortir. Si je lui demande un plan comptable sur 5 ans d'une multinationale, elle va me le sortir. C'est pas la question. Sauf qu'en fait, je suis pas capable, moi, de le relire. Ce qui fait qu'il peut y avoir n'importe quoi. Je serai pas en zone d'expertise. Et ça, c'est essentiel parce qu'il y a encore beaucoup d'hallucinations. Une hallucination en IA, c'est une réponse fausse. D'accord. Donc, j'aime bien dire ça à mes étudiants et aux personnes que je forme. Dans les images, par exemple, une hallucination, ça existe aussi. Tu génères une personne et ses jambes terminent en poireau. Ça, c'est une hallucination. Et visuel, ça se voit. Il y a la même chose dans ChatGPT, les mêmes hallucinations, sauf que la syntaxe est parfaite. La rédaction, le plan se suit et est hyper logique, sauf que dans la réponse, métaphoriquement, t'as les jambes qui se terminent en poireau aussi. Donc c'est vraiment du fake en fait. Alors c'est pas de la fake news, c'est pas ça, c'est du faux. Je repense à certains de mes camarades de classe, bon je citerai pas de nom pour cette fois-là, qui parfois utilisent l'IA justement pour répondre à des problématiques ou répondre à des sujets auxquels ils n'ont pas d'expertise et qui ne connaissent rien. Ils sont persuadés que finalement c'est quelque chose d'incroyable et qu'ils auraient jamais fait aussi bien et qu'ils ont gagné énormément de temps. Et puis les profs qui reviennent leur voir en disant bah non tu peux pas me rendre ça parce que ça se voit que c'est pas toi et puis même c'est faux globalement c'est pas la réponse qu'on attendait quoi. Donc il y a vraiment cette idée là de ils sont pas du tout experts dans le domaine, ils connaissent pas. Ils pensent que c'est génial et puis quelqu'un qui est expert derrière repasse derrière et se dit bah non en fait c'est pas ça, c'est pas la réponse qu'on attendait. Ah mais il peut y avoir des inepties incroyables, c'est-à-dire qu'il peut y avoir mais n'importe quoi. Alors, sur certains sujets, sur certains sujets, sur ChatGPT, on a encore 40% d'erreurs. Pas sur tout. Okay. Mais sur certains, oui. Donc, ces 40%, c'est énorme. Donc, c'est 40% de n'importe quoi. Donc, on peut être vraiment sur des étudiants qui arrivent en étant super fiers de leur truc. Et en fait, c'est bullshit. Formidable. C'est mieux de le savoir. C'est mieux de le savoir. Et autre question, moi, que je me pose, c'est quand on sait utiliser une IA, qu'on a appris à, par exemple, à respecter le cahier des charges et parler avec une IA, ChatGPT, pour donner un exemple, est-ce que on peut appliquer ce schéma-là sur toutes les IA? Non, en fait, l'algo n'est pas le même. Okay. Par exemple, sur Midjourney, pour en citer qu'une, tu ne donnes pas d'ordre, tu décris, c'est descriptif. Donc, tu dis à ChatGPT, tu vas dire je veux un chat. Midjourney, tu dis un chat. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est que descriptif. Ah, dingue. Donc c'est très différent. Et pour nous, créatifs, qui avions l'habitude de mentaliser une image, c'est vrai que la décrire et changer le langage, c'est un vrai sujet. Ouais. Et donc, pas longtemps, Midjourney, tu vas pouvoir le dire, mais en audio, en vocal, en commande vocale. Donc, chaque IA, son langage. Non, grosso modo, t'as des grandes familles. Okay. T'as quand même des grandes familles. Quand t'apprends à prompter, t'apprends à prompter. Mais voilà, tu ne promptes pas Midjourney comme tu promptes Runway, comme tu promptes ChatGPT. Et puis je vais pas te faire une liste parce que je peux te faire une liste interminable. Parce que, voilà, il y a énormément d'IA. Ok. Et est-ce qu'il existe aussi des IA qui permettent de
prompter correctement pour toutes les IA, donc de parler et d'utiliser les IA correctement. Alors ChatGPT le fait. Okay. Et puis t'as des petits GPTs comme des prompt makers, des prompt builders de Sylvain Tillon à Lyon, des choses comme ça qui te permettent effectivement et puis t'as des choses comme chez Scilab ou Pimento qui sont des IA français, t'as des prompt scalers, ce qui fait que ça te permet d'upscaler ton prompt, en fait, de le muscler un peu. C'est tout à fait possible. T'as plein d'astuces. Mais c'est pour ça que, justement, t'as plein d'astuces gain de temps, t'as plein de choses qui font que faut se former pour comprendre comment ça fonctionne, parce que sinon tu vas faire 150 000 prompts, bouffer la planète, très clairement, alors que tu peux obtenir ton résultat en 15-20 prompts si tu sais le faire, en fait. Mais il faut comprendre et c'est pas en faisant 3 tutos, c'est plus comme ça. Okay. Et merci pour toute cette zone d'apprentissage, pour tous les éclaircissements que tu as apportés. Est-ce que tu veux apporter une dernière chose? Est-ce que tu veux traiter d'un sujet, un dernier sujet, ou même faire une communication sur un de tes projets, un de tes réseaux sociaux? Alors, le réseau social sur lequel je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn. Si vous voulez vous former, je suis formatrice. Il faut se former. Nathalie est formatrice. N'hésitez pas à contacter Nathalie, justement. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour le podcast.